dire qu'elle gère toutes les charges de la maison. Toi, tu vas être jaloux. On peut te remplacer. Voilà, on peut te remplacer. Qu'est-ce que tu apportes? En fait, celui qui peut se donner le luxe d'être jaloux, c'est celui qui dit « je suis difficile à être remplacé » ou « je suis irremplaçable ». En ce moment, on peut être jaloux. J'ai quelques questions à poser au père. Viens, s'il te plaît. S'il vous plaît, papa. Je vais vous déranger un peu. J'ai quelques questions qui me taraudent là. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez quelques points. C'est concernant le mariage. Donc, j'ai quelques petites questions en fait. Enfin, si ça ne vous gêne pas, bien entendu. Ça va aller. Merci. Ah, vraiment. Wow, je peux même pas respirer. Ouh. Ah, la mer de vin. Ouais. Oh. Oui. Je suis à moi. Oui. Je suis à Désolée toi. de vous perturber comme ça, hein, à l'improviste. Ma première question. Le couple à l'épreuve du temps. On me filme, hein, c'est ça. Est-ce que l'amour reste pendant 10 ans, 20 ans de mariage? J'ai pas compris. Je dis, hein, papa. En fait, c'est des questions relatives au mariage. Oui. Le couple à l'épreuve du temps. Pardon, fermez la porte là, vraiment. Donc, le couple à l'épreuve du temps. Est-ce que l'amour reste pendant 10 ans, 20 ans de mariage? À l'épreuve du temps, est-ce que l'amour reste... Ah, great question. Bon, on va dire, comme les couples sont différents, parce que c'est constitué de personnalités différentes, la réponse est forcément différente. Mais en général, l'amour étant un sentiment, il doit varier. Soit il s'amplifie, soit c'est down, ça diminue. Parce que on doit reconnaître qu'un sentiment ne peut pas être, un vrai sentiment ne peut pas être constant sur le temps. Donc soit il monte, soit il diminue. Mais la réalité pour presque tous les couples, c'est que, comme toute chose humaine, l'intensité baisse. Parce que quand on vit au quotidien, on voit les défauts de l'autre, les manquements de l'autre, les occupations. Souvent, l'amour a tendance à baisser. C'est pourquoi il est conseillé aux couples souvent de faire des thérapies de couple, de créer des sorties, de faire certaines choses pour pouvoir faire vivre l'amour, pour faire revivre l'amour. Mais moi, je peux dire une chose, l'amour continue à vivre sur 20, 30, 40 années, parce que pour moi, l'amour se transforme. L'amour se transforme. Ce n'est plus la force, la puissance seulement des émotions, mais il y a la complicité, la tolérance, la sagesse, le pardon, la complémentarité. Toutes ces choses-là, quand ça entre, ça devient un amour un peu plus grand. Cet amour commence à englober beaucoup de choses. Plus il y aura moins de sentiments, parce que plus on vieillit, plus on grandit. C'est comme je dis, les sentiments diminuent, la sexualité diminue. Il y a des couples même, la sexualité n'existe même plus, mais ils sont toujours complices, compréhensifs, parce que cet amour-là, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées, notamment. Ok. Super. Maintenant, ma deuxième question, papa. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Comment être sûr de bien choisir son époux ou épouse? Comment choisir, être sûr de bien choisir? Comment être sûr de bien choisir son époux ou épouse? Bon, ça c'est une question, une grande question. Il n'y a pas une école qui forme le bon mari ou la bonne épouse. Mais ce que pour moi, à mon sens, qui serait une règle générale, c'est que la bonne épouse ou le bon époux
doit répondre aux critères de vie que tu as. Tu vas où? On va faire simple pour ne pas compliquer l'existence. On va faire simple. Je suppose que en tant que jeune, à 15 ans, 20 ans, tu penses que tu vas devenir un homme d'affaires. Ou bien tu penses que tu vas devenir un pasteur. Tu penses que tu vas devenir un président. La femme, tu dois donner un rôle à la femme qui va t'accompagner. Tu ne peux pas devenir président et choisir la femme qui vont les baigner. Qu'on le veuille ou non, vous n'allez pas vous entendre parce que les attentes que tu vas projeter sur ta femme, ça sera difficile qu'elle réponde. Donc, le choix du conjoint, pour moi, doit répondre aux besoins de qu'est-ce que toi tu vas devenir. De qu'est-ce que tu vas devenir. Parce que vous allez, en couple, vous bâtissez quelque chose. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Donc, un peu comme hier, le pasteur Peniel était en train de dire, Corinne a dit, moi je veux présenter à mon mari, à mon père, un intellectuel. Parce que avec 2 masters, je ne peux pas. Donc, en fait, c'est parce qu'elle ne dit pas ça forcément pour son père, mais elle dit ça pour elle. Elle a eu la vision de devenir quelqu'un de grand. Quand tu as 2 masters, tu as la vision de devenir quelqu'un de grand. Donc, tu ne vas pas traîner un boulet qui parle à peine français, qui rabote, quoique je ne rabaisse pas les maçons et les menuisiers, mais quand même quelqu'un qui va répondre au dîner, quand vous allez dîner quelque part, la prestance, la conversation et tout ça, voilà. Mais c'est la plupart des temps, ceux qui négligent le choix du conjoint, c'est ceux qui ne vont nulle part, ou bien souvent c'est la cause des divorces. À un moment donné, quand tu te rends compte que ce que tu es en train de devenir et la personne qui t'accompagne ne correspond pas, tu es obligé de briser, prendre une nouvelle personne et avancer avec. Ça aussi, c'est une des causes des divorces. Vraiment. D'accord, papa. La 3e question, la vie de couple. La vie de couple. Oui. Quelle est la place de la jalousie dans le couple? Quelle est la place de la jalousie dans le couple? D'accord, ok. En fait, je voulais dire, pour être jaloux, hein, entre nous, quoi. Pour être jaloux, il faut d'abord que tu sois sûr que ce que tu offres là, quelqu'un d'autre ne peut pas offrir ça. En français facile. En français facile, d'accord. Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Tu vois, on va prendre un cas simple. Tu es un homme qui dort toute la journée, qui gagne pas beaucoup d'argent ou très peu d'argent, avec une femme qui a une carrière, qui est peut-être directrice, qui est élevée dans l'entreprise. Une femme qui a un salaire de 500 000, de 1 million, de 1 million 500, et toi, tu as un salaire de 100 000. Donc, en fait, on va dire qu'elle gère toutes les charges de la maison. Toi, tu vas être jaloux. On peut te remplacer. Voilà, on peut te remplacer. Qu'est-ce que tu apportes? En fait, celui qui peut se donner le luxe d'être jaloux, c'est celui qui dit « je suis difficile à être remplacé » ou « je suis irremplaçable ». En ce moment, on peut être jaloux. Mais si tu ne l'es pas, en fait, n'importe qui, on peut piocher dans la rue, te remplace. Tu n'as pas, on ne se donne pas le luxe d'être jaloux. Au contraire, on travaille à être tolérant, à accepter et à souvent passer l'éponge pour éviter un gourmand inutile. Donc, la place de la jalousie dans le couple, pour moi, je dis toujours que c'est des couples qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas, et souvent, la personne qui fait de la jalousie dans le couple, c'est la personne qui a le plus de manque en soi, hein, qui a le plus de carence en soi, qui fait la jalousie. Parce que c'est la personne qui se dit, on peut m'enlever, on peut me remplacer, on peut me chasser. Et cette peur-là est souvent traduite par la jalousie. Vraiment. Papa, on continue. Ma 4e question, la vie de couple. Encore. Quelle est la place... Ah non, j'ai déjà parlé de cela. Quelle est la bonne répartition des charges dans le couple? Bon, en temps normal, je conseille toujours 50-50. Mais bon, c'est souvent difficile.
de faire 50-50 vu la disparité des salaires ou des revenus. Donc moi, j'ai toujours dit, mettez tous les 2 salaires, les 3 salaires, les 4 salaires sur la table. Définissez les charges fixes et maintenant, après, vous définissez ce qui peut revenir individuellement à chacun. Parce que qu'on le veut ou non, chacun, de fois, a besoin de payer l'essence, de fois la moto, de fois le transport, de fois ceci. Donc, je me dis, si vous mettez tous vos salaires sur la table, vous enlevez le loyer, l'électricité, l'investissement futur et tout ça, ce qui reste là, maintenant, vous partagez ça. Souvent, on donne un peu plus à la femme parce que la femme a plus de besoins. C'est comme ça, pour moi, je pense que la meilleure répartition des charges dans un couple. D'accord, papa. Maintenant, la dernière question pour finir la série. L'avenir. Existe-t-il une façon idéale de concevoir l'avenir dans un couple? Enseignant, il faut répondre. Existe-t-il une façon idéale de concevoir l'avenir dans un couple? Une façon idéale. Bon, est-ce que c'est la façon idéale? En fait, moi je pense que beaucoup de couples, en fait, ne conçoivent pas d'abord l'avenir. Avant que d'avoir une façon, une conception idéale, il faut d'abord penser à un avenir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de couples qui ont des entrées d'argent pas possibles. Mais en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, n'ont même pas pu acheter 1 mètre carré. Tout simplement parce qu'ils n'ont même pas une vision de l'avenir. Et il y a des cas, par exemple, qui me chiffonnent, où une femme vient d'avoir un travail. Elle vient d'avoir un travail, 2 mois, 6 mois, elle tombe enceinte. Alors que parfois, elle a cherché ce travail pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et quand elle trouve ce travail, elle tombe enceinte. En fin de compte, si elle ne fait pas bien, elle sera renvoyée. Pour moi, ça, c'est le manque de planification de l'avenir. Donc, une façon idéale de voir l'avenir, c'est d'abord de concevoir l'avenir. On s'assoit, on dit, toi et moi, nous sommes là, on va où? Bon, ok, on va là-bas. Maintenant, comment on va faire pour y aller? Et on établit des limites. Ça fait que on saura qu'il faut qu'on achète une parcelle parce qu'on ne pourra pas rester toute notre vie locataire. À quel moment on doit avoir les enfants? On planifie. À quel moment on peut aller en vacances? On planifie. À quel moment on peut se faire plaisir? On planifie. Tout ne vient pas, on avait rabat, coco, kotakada, après ça vient. Non, on planifie. Et quand on planifie, ça veut dire qu'on a une vision de l'avenir. Et quand tu vas être d'accord avec moi, au niveau individuel, déjà nous-mêmes, on n'arrive pas à planifier. Donc ce sont nos tares individuelles qu'on colle ensemble, on met dans le couple et on avance. Donc on vit en fait, des gens qui ont un salaire qui est planifié chaque fin du mois sont incapables de pouvoir planifier leur propre vie pour les 1 an, les 2 ans qui suivent. En fait, c'est ça l'état que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Les gens se disent, il me suffit de prier et les choses vont se réaliser. Non, Dieu a planifié. Dieu n'a pas créé l'homme, après il a créé la terre. Il a créé d'abord la terre et il a créé l'homme parce qu'il avait planifié. Donc, pour que tu aies une façon idéale, je crois que c'est ça la question, idéale de voir l'avenir, il faut d'abord que tu conçoives un certain avenir. Maintenant, le schéma idéal, au fur et à mesure que tu seras en train d'avancer, tu trouveras, parce qu'il n'y a pas une façon idéale. Mais pour moi, c'est trouver d'abord un schéma pour l'avenir. Tant qu'on n'a pas trouvé un schéma pour l'avenir, on n'a pas de façon idéale. Parce que l'idéal, ça dépend des individus qui sont dans le couple. C'est eux qui vont créer leur schéma idéal. D'accord. Super. Merci, papa. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen.